Salut les poux, j'espère que vous allez bien, que ça se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la revue chapitre 1140 qui se nomme Scopper Gaban. La page de couverture de ce chapitre continue avec la mini-histoire sur le personnage de Yamato. On est au 27e épisode et on y découvre une Ulti capturée par la bande d'Aozu. Alors Ulti est crucifié sur un jeu de flèches et là on utilise des couteaux plutôt au lieu des flèches réellement. Alors il n'y a pas énormément de choses à dire extrêmement intéressantes par rapport à cette page de couverture. Je crois qu'un peu à gauche là en bas on a un P-Joint qui est enterré, mais comme je le disais, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part peut-être qu'on pourrait essayer de théoriser sur le fait que Ozu est potentiellement en train d'essayer actuellement de créer une nouvelle bande, une nouvelle organisation avec les anciens Tobiroko. Alors là je ne sais pas, étant donné qu'on sait que concernant cette mini-histoire sur le personnage de Yamato, je ne sais plus exactement à quel épisode, on avait déjà un Oldem qui avait capturé Otama. Alors bien évidemment Otama avait été sauvé par Umami et Yamato. Maintenant moi je me pose la question, est-ce que Oldem est en lien avec la bande d'Aozu et son chef Ozu? Ça je n'en sais absolument rien. Tout ce qu'on sait c'est qu'il se trame quand même quelque chose sur Wano. C'est assez suspect étant donné qu'on n'a pas l'impression que ce qui se trame sur Wano actuellement est vraiment hyper intéressant. Mais comme on ne sait jamais rien avec Oda, voilà. Et on a donc une ulti qui dit que voilà, s'il arrive quelque chose à P-Joint, je crois que Peyton c'est P-Joint, elle va les envoyer tous en enfer. Bon, comme je le disais, il n'y a pas énormément de choses à dire concernant cette page de couverture. Du coup, on va entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce chapitre 1140 de One Piece. Le chapitre 1140 de One Piece commence exactement là où le 1139 s'était arrêté, étant donné qu'on y retrouve un Scopper Gaban qui détient la clé des menottes de Loki et qui a demandé à Luffy d'essayer de la lui prendre. Et puis tu as un Luffy qui va d'abord s'essayer en douceur. Gaban va esquiver. Puis Luffy va monter crescendo en niveau, mais ça ne suffira toujours pas. Luffy va comprendre très vite que malgré son âge et son apparence, Gaban n'est pas un vieillard comme les autres. Puis il va encore une fois monter crescendo. Gaban esquivera toujours avec une facilité impressionnante. Puis tu as un Luffy qui va maintenant attaquer Gaban. Bon, attaquer c'est un peu un gros mot. Il va envoyer sa main, il va étirer sa main pour essayer de prendre une énième fois. Gaban va esquiver, il va disparaître et il va sauter avec la clé, induire la clé de son acquis de l'armement et frapper Luffy et l'enterrer dans le sol. Luffy va comprendre que là, c'est chaud. On peut donc souligner ici la réaction de Luffy qui a remarqué le HDA avancé de Gaban. On peut aussi noter la réaction de Nami qui est complètement impressionné par Gaban. Tu as Luffy donc qui va émerger des décombres. Gaban va lui dire c'est un joli chapeau de paille que tu as là et Luffy va répondre comme à son habitude. Bien sûr, c'est Shanks qui me l'a confié. Gaban va lui dire il te l'a juste confié donc tu dois lui rendre. Après quel radin, il va essayer de provoquer Luffy en insultant Shanks. Ce à quoi bien évidemment Luffy va répondre étant donné que Luffy déteste quand on provoque Shanks ou en tout cas quand on insulte Shanks. Du coup, Luffy va encore monter à niveau et essayer beaucoup plus fort. Il va presque utiliser un Gongon Gatling pour essayer de prendre la clé à Gaban. Mais Gaban, il est trop fort. Il a acquis de l'observation exceptionnelle et va esquiver les coups de Luffy avec une facilité déconcertante. Tiens, j'ai l'impression que cet arc de Elbaf, c'est un arc centré sur le acquis des rois. Parce que entre Loki, Gaban qui esquive de façon vraiment exceptionnelle, ou encore même Luffy qui maîtrise un très bon HDO, ou encore les enfants qui voient les oiseaux dans le ciel et tout. Franchement là on est quand même bien parti sur un arc centré sur le acquis de l'observation, surtout que avec l'arc Wano c'était centré sur le acquis des rois et l'arc je ne sais pas le acquis de l'armement. Bon, je sais pas si on peut dire qu'il y a eu un arc vraiment centré sur ça. Bon, on peut peut-être parler de Wall Cake ou encore même de Dressrosa, mais bref, voilà, j'ai l'impression que cet arc sera centré sur le acquis de l'observation. Gaban va enfoncer la clé dans la bouche de Luffy et la tête de Luffy prendra la forme de la clé. Gaban va sortir ses deux haches et Zoro va directement remarquer que Gaban a sorti ses haches. Gaban va se mettre en position de combat et là il va passer en mode sérieux. Gaban va utiliser l'une de ses techniques, le Yaso Takeru. Luffy va remarquer que c'est chaud, Zoro aussi. Zoro va d'ailleurs suggérer à Luffy d'esquiver et lorsque Gaban va attaquer, Luffy va esquiver et Zoro va parer une partie de l'attaque de Gaban avec ses trois sabres. Et là, Gaban va se faire la réflexion selon laquelle Luffy il est très bien entouré, en faisant référence à Zoro qui a quand même réussi à parer une partie de ses attaques. Et il faut quand même ici noter que lorsque Gaban a attaqué, voilà, un pilier du château s'est écoulé. Et je rappelle quand même, ils sont quand même dans un château de géants. Et justement, par rapport à ça, je remarque quand même que là, tu as un Gaban qui fait quand même tomber un pilier, mais même si l'état du château est quand même assez délabré, mais pour des combats de géants et surtout
qu'on sait que quand même on a un Loki qui s'est battu dans ce château et le roi Harald aussi ici est aussi battu. Ce que je veux dire, c'est qu'un combat de géants qui a opposé Loki qui maîtrise certainement un acquis surpuissant et le roi Harald qui avait le fruit mythique de Elbaf, bah ça n'a pas suffi à détruire complètement ce château alors qu'une seule attaque de Gaban a suffi à écouler un seul pilier. Alors oui, c'est vrai, le château il est en mauvais état, mais pour un combat de personnages qui paraît, ou en tout cas qui normalement doivent être super puissants, genre moi je considère même que Loki a potentiellement le niveau Yonko parce qu'il n'a pas réussi à détruire ce château. Pour moi c'est quand même assez bizarre, je dois dire quand même ça comme ça. Mais bref, ce n'est qu'un détail, on y reviendra certainement dans les chapitres prochains. Et j'aimerais aussi remarquer que lorsque Gaban sort ses deux haches, il est au-dessus d'un, je sais pas si on peut appeler ça pilier, bon on va dire une marche d'escalier sur laquelle est noté C3 ou c'est supérieur à 3, supérieur à 3. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, peut-être que ça aura une importance et une incidence dans les chapitres prochains. J'aimerais quand même retenir ça et j'aimerais remarquer ça aussi parce que je pense que ça aura quand même son importance dans la suite de One Piece. Maintenant, Luffy et Zoro ont remarqué que Gaban était chaud et très sérieux. Eux aussi vont passer en mode sérieux, étant donné que Zoro va dégainer ses 3 sabres et les induits de Haki et Luffy va directement passer en Gear 5. Ils vont donc se préparer à attaquer Gaban et lorsqu'ils vont charger, bah, Gaban va dire qu'il abandonne, qu'il déclare forfait. Du coup, Luffy et Zoro vont encore une fois aller valser dans le décor. J'aimerais quand même souligner que cette case ressemble énormément à la case du chapitre 1096, là où on voyait Roger, Rayleigh et Gaban qui arrivaient sur God Valley. C'est-à-dire, c'est presque pareil, il manque juste Sanji. Est-ce un foreshadowing pour nous teaser un autre God Valley? Moi je dis, au vu de la fin du chapitre, au vu de ce qui a été dit à la fin du chapitre, je dirais que ce n'est pas forcément impossible. Après, je pense aussi que Dragon et l'armée révolutionnaire seront de la partie. C'est vrai, ce n'est qu'une intuition. Il n'y a rien qui peut laisser croire ça dans le chapitre. Mais pour moi, si l'auteur veut faire de Elbaf un God Valley bis, je pense que Dragon et l'armée révolutionnaire seront de la partie. Et pour moi, Elbaf sera un God Valley bis au vu du fait que Elbaf est à chaque fois présenté comme God Valley, c'est-à-dire on nous présente toujours la structure générale de l'île. Gaban, comme le vieux sénile et assez fou qu'il est, il va ainsi abandonner le combat lorsque Luffy et Zoro seront en pleine action. Ils demanderont à Gaban si ce dernier se fout d'eux après avoir essayé de les tuer et Gaban va leur répondre ils sont en vie, c'est le principal. Et Gaban va suggérer un truc à Luffy et moi ça m'a paru un peu bizarre, c'est-à-dire avant même d'en arriver là, j'aimerais d'abord souligner que Gaban a officiellement donné la clé des menottes de Loki à Luffy et à sa bande. Là ça y est, Luffy va pouvoir aller rejoindre Loki et tout, étant donné que Luffy a clairement affirmé ses intentions depuis le début à Gaban. Il a dit qu'il veut la clé pour aller délivrer Loki. Écoutez ce que Loki avait à lui dire. Et puis Luffy en ce moment, voilà, il va aller faire la fête aux côtés des autres géants d'Elbaf. Mais bref, ça c'est fini. On sait Loki va être libéré, Luffy a la clé. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne le personnage de Gaban, il a dit un truc, j'ai pas trop compris à quoi on voulait réellement faire allusion. Alors, peut-être que c'est en fonction de la traduction, peut-être que c'est mal traduit, étant donné que là, c'est la traduction du jeudi. On sait que voilà, ce n'est pas toujours hyper sophistiqué, on va dire. Mais il y a un truc que je n'ai pas trop compris, étant donné que Gaban va dire à Luffy et au Mugiwara que tant qu'Elbaf n'est pas menacé, passez me voir avant de quitter l'île. Alors, déjà, lorsqu'il dit passez me voir avant de quitter l'île, moi je me dis que potentiellement, Gaban veut que les Mugiwara viennent le voir pour qu'il leur donne le dernier poneglyphe qui mènera sur Loftel. Alors, potentiellement, Luffy va comprendre plus tard que Gaban, c'était le bras gauche du roi des pirates, étant donné que Road a essayé de leur dire, bah, Gaban l'a juste stoppé. Donc, Luffy ne sait absolument pas encore qui est Gaban actuellement, et ni Nami d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, étant donné que Nami, elle lit quand même assez les livres, donc ça m'étonne un peu qu'elle n'a pas vu la photo de Gaban une fois dans les, je ne sais pas, dans ses bouquins ou autres, je ne sais vraiment pas. Alors peut-être que son apparence, il a quand même beaucoup changé, étant donné qu'actuellement il a des cheveux blancs et tout, il est vieux. Bon, moi, ça, voilà, c'est, bref, on va dire que, voilà, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Maintenant, là où je trouve un problème, c'est que Gaban a dit à Luffy, tant qu'Elbaf n'est pas menacé, passez me voir. Bah, on sait tous que Loki c'est un criminel pour l'île de Elbaf et on sait que délivrer Loki va suffire à bouleverser tout Elbaf. Et là tu as un Gaban qui dit tant qu'Elbaf n'est pas menacé, surtout que Gaban nous disait déjà au chapitre précédent que les voleurs sont venus, ils ont dérobé le trésor, mais ils n'ont pas osé prendre la clé de Luffy, de Loki, pardon. Ça veut dire qu'il connaît la dangerosité que représente Loki. Alors peut-être que pour Gaban, il considère que Luffy est assez puissant pour venir à bout de Loki, ou peut-être qu'il considère que Luffy
et Zoro en 2v1 peuvent se faire Loki? Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis que la traduction elle me dérange un peu, je ne comprends pas trop. Maintenant on pourrait aussi se demander, est-ce que Gaban venait réellement dans ce château pour Shamrock ou bien est-ce qu'il venait réellement pour rencontrer Luffy? Parce que là, moi j'ai l'impression qu'il venait rencontrer Luffy au vu du fait qu'il nous a dit que enfin, au vu du fait qu'il a remarqué la forme Nika de Luffy et c'est en ce moment, c'est-à-dire après avoir remarqué la forme Nika de Luffy, qu'il a abandonné le combat. Alors qu'est-ce qu'il voulait voir par rapport à ça? Peut-être que je ne sais pas, on lui a parlé parce qu'il a dit qu'on lui a parlé de cette forme blanche là. Bon, peut-être que Shanks le lui a dit, je ne sais pas, parce que Shanks lui-même n'a jamais vu Luffy avec cette forme en vrai. Il l'a vu uniquement dans les journaux. Bon, étant donné que Gaban a quand même découvert le One Piece et qu'il est allé sur Loftel, peut-être qu'il connaît cette forme blanche de par les écrits qu'il a vus sur Loftel, je ne sais pas, et surtout qu'il est sur Elbaf. Alors Elbaf, il y a un vrai gros mythe autour de Nika sur cette île de Elbaf. Peut-être qu'aussi que c'est sur cette île d'Elbaf qu'il a entendu parler de cette forme, étant donné que Barelli, il n'a jamais fait allusion à cette forme là. Bon, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que Gaban est réellement venu dans ce château? Je ne sais pas. Et est-ce que Loki, voilà, est-ce que, je ne sais pas, Loki est un protecteur pour l'île de Elbaf? Enfin, moi je pense que Loki est un protecteur pour l'île de Elbaf. Ben voilà, peut-être aussi que véritablement Gaban est venu dans ce château justement pour rencontrer Luffy, pour lui donner la clé pour qu'il a s'associer à Loki pour combattre le gouvernement mondial. C'est peut-être pour ça qu'il a dit que tant que Elbaf n'est pas en danger, il faut passer me voir avant de partir. Bref, j'ai dit ça comme ça en pêle-mêle, mais je ne sais absolument rien. Du coup, on va passer sur le flashback entre Gaban et Shanks, étant donné que Gaban va dire à Shanks que tu penses que ta simple parole suffira pour que je lui accorde ma confiance, et à quoi Shanks va répondre, fais comme tu veux Gaban. Donc là, on comprend que Shanks avait clairement parlé de Luffy à Gaban et là, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que vraiment il y a un lien par rapport au One Piece avec la forme du Nika? Certes, et j'en suis même certain, mais est-ce que les anciens pirates de Roger connaissaient ce lien? Ça, c'est la question qui a réellement se poser. Maintenant, on va partir dans la deuxième partie de ce chapitre, étant donné que dans la deuxième partie de ce chapitre, on a les enfants de l'école d'Elbaf qui vont remarquer qu'il y a un oiseau assez bizarre qui survole l'île d'Elbaf. Et donc, c'était l'oiseau sur lequel il y avait Gunko et Shamrock Figarland, Fangs le Fou si vous préférez, le frère jumeau de Shanks Figarland. Gunko, en atterrissant sur le monde du soleil, c'est-à-dire la partie la plus haute de cette île de Elbaf, un peu en dessus des écoles, va invoquer non pas un chevalier divin comme Shamrock lui avait demandé, mais plutôt deux chevaliers divins, dont l'un se nomme Saint Somas de la famille Shepherd, comme Shepherd Jupiter, le doyen du Gorosei en fait. Et là, il y a un truc qui me semble bizarre, étant donné que là, si Saint Somas est un descendant de Saint Jupiter, moi, je me pose une question. Comment le mec peut paraître être plus vieux que son père ou en tout cas son parent? Il préfère l'appeler son parent parce qu'on ne sait pas si c'est le fils de Saint Jupiter. Peut-être même que c'est l'aîné de Saint Jupiter, je ne sais pas. Mais ça me paraît quand même assez bizarre. Et tu as un Saint Somas donc qui était directement en conversation par Denden Mouchi avec on ne sait qui, étant donné qu'il dit je vois ce que tu veux dire. Ça me dérange pas d'y aller, par où on commence? Et pourquoi ne pas commencer par les abysses? Alors il parle de quoi lorsqu'il fait référence aux abysses? Peut-être qu'il y a déjà des abysses là-bas sur le gouvernement mondial, c'est-à-dire sur la terre sainte de Marie-Joie, je ne sais absolument pas, mais là il fait directement référence aux abysses. Je ne sais vraiment pas sur à quoi il fait référence. Et là on sent quand même dans la personnalité du mec un personnage assez, on va dire, à la fois comment le mot, je cherche le mot, c'est narcissique, voilà, à la fois narcissique et très paresseux, étant donné qu'il dit j'ai beaucoup de choses à faire, laisse-moi environ 1 ou 2 heures parce que je dois m'habiller et tout. Franchement, le mec il est paresseux de ouf. Et le deuxième chevalier divin qui a été invoqué, c'est Saint Gillingham. Alors là, il faut comprendre, ces saints-là, ce sont en fait, ce sont des familles qui ont constitué le gouvernement mondial. Et donc, Saint Gillingham, étant donné qu'on sait que Saint Jupiter faisait déjà partie d'une de ces familles qui a constitué le gouvernement mondial, on ajoute encore une autre famille, c'est la famille Gillingham. Maintenant, Saint Gillingham, lui, semble être plutôt maladroit et un peu précipité. Maintenant, son apparence me fait penser à un chevalier divin qu'on a déjà vu dans l'univers de One Piece. Je pense que c'est celui qui était aux côtés de Garling Figarland lors de la bataille de God Valley il y a 38 ans. Je n'en suis pas sûr, mais il me fait quand même penser à lui. Et il est directement avec une forme hybride de fruit du démon de type Zoan. Je pense quand même, hein,
si je dis pas de bêtises. Et on peut remarquer qu'il a quand même des cheveux blancs, une pilosité blanche. Donc c'est ça qui me fait penser au fait qu'il était aux côtés de Garling il y a 38 ans sur God Valley. Et là, il y a un truc qui m'a littéralement plié de rire. Somas qui était chez lui assis sur son trône se fait invoquer par Genko et il est là, lui, en culotte, démembré, il est au Dendemuchi et tout, avec une cape là et tout, il arrive là et il remarque Genko, il dit bon Genko, qu'est-ce que tu viens faire chez moi, as-tu besoin de quelque chose et tu as ramené Shamrock. On lui dit que bah tu es sur Elbaf et il est complètement choqué et ce qui me fait plier de rire c'est que Genko, c'est-à-dire l'humour d'Oda, franchement, bref, on a Genko qui est un personnage qui, je ne sais même pas si elle est habillée. Et la meuf est gênée de voir Saint-Somas, que je trouve encore plus habillé que Genko. Franchement, c'est l'hôpital. Là, c'est même plus l'hôpital qui se fout de la charité. C'est un musulman qui se fout complètement de la Mecque. Parce que là, franchement, c'est fou quand même que Genko, je ne sais pas, elle se sent gênée de voir Saint-Somas. Ah putain, Oda, avec ton humour, tu me fatigues. Franchement, c'est terrible. J'ai dit tout à l'heure que l'une des autres familles fondatrices du gouvernement mondial, c'était la famille Gillingham. Bon, je me suis trompé, c'est pas la famille Gillingham, mais c'est plutôt la famille Linhochef. Bon, ça aussi, c'est l'une des familles fondatrices du gouvernement mondial. On peut aussi noter que pour Gillingham, c'est sa première fois d'apparaître sur cette île de Elbaf. Et de l'autre côté, pour Somas, apparemment, il y serait déjà venu une fois. Et il a même parlé du roi Harald, sous-entendant potentiellement qu'il a quelque chose à voir avec la mort du roi Harald, étant donné qu'il a parlé d'aller rendre visite à la tombe du roi Harald. Maintenant, on va leur expliquer le plan ou en tout cas la raison de leur invocation étant donné qu'il s'agira de capturer des enfants. Et là, il y a énormément de choses importantes qui sont dites étant donné que déjà, tu as d'abord Gillingham qui va d'abord rappeler à Shamrock qui doit rentrer sur la terre sainte de Marie-Joas. Car à Marie-Joas, il s'est passé énormément de choses pendant la rêverie. Alors, si c'est eux qui informent à Shamrock de ce qui s'est passé pendant la rêverie, j'ai envie de poser la question, où était Shamrock en ce moment-là? Parce que normalement, lui-même, il était censé être, comment dire, sur Marie-Joas. Maintenant, on peut aussi remarquer que pendant la rêverie, bah, c'est Akainu qui servait du homard. Bref, c'est Akainu qui s'occupait des dragons célestes. Donc, ça veut clairement dire que les chevaliers divins n'étaient pas là. Et du coup, comme on avait un Somas qui, en arrivant sur cette île de Elbaf, déjà il parlait de ne pas laisser ses supérieurs affamés. Donc, on peut comprendre que c'est à cause de l'armée révolutionnaire. Du coup, si Shamrock doit rentrer sur Marie-Joas, c'est justement pour régler cette situation-là par rapport à tout ce qui se passe, étant donné que les vivres leur sont coupés. Donc, on a besoin de lui là-bas. Il doit aller gérer la situation. Est-ce que lui aussi, comme Akainu, il doit livrer du homard? Je me pose la question. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Shamrock, c'est un personnage que j'apprécie particulièrement, étant donné que comme Shanks, on peut voir qu'il a un charisme assez naturel quand même, c'est-à-dire il a cette façon-là d'attirer tout le monde, c'est-à-dire de captiver un peu tout le monde, étant donné que tout le monde le respecte. Voilà, moi je vous ai dit, Shamrock, franchement, moi je le kiffe, et surtout que sa personnalité, elle est affirmée. C'est un vrai démon, et c'est pourquoi moi je kiffe ce personnage, parce qu'il a une personnalité complètement assumée, et moi j'ai toujours aimé les personnages qui ont des personnalités complètement affirmé. Du coup, tu as un Somas qui, une fois habillé, a complètement changé de personnalité, étant donné qu'il est devenu beaucoup plus sérieux. Bon, après s'être habillé, après avoir mis son habit de chevalier divin, on peut remarquer des médailles, tout un peu en or et en bling bling là, avec un sabre, avec des épines autour. Déjà, encore une fois, un épée est introduit dans l'univers de One Piece et les gars me demandent à chaque fois, Mihawk Abachuki, on ne fait que vous introduire des épices. Donc vous pensez que tout ce monde-là, Mihawk ne les a pas affrontés. Bref, il n'y a pas de souci. Du coup, tu as dans un Somas qui va immédiatement intégrer sa mission, étant donné qu'il va comprendre directement que là, il faut capturer les enfants et les amener sur la terre sainte de Marie-Joas. Et là aussi, tu as un Saint Gillingham qui va faire une remarque assez intéressante, étant donné qu'il va dire que seuls les porteurs de marques peuvent traverser les abysses. Alors, c'est quoi les porteurs de marques? C'est quoi ces marques-là? Je ne sais pas si les porteurs de marques sont les chevaliers divins ou en tout cas les membres appartenant au gouvernement mondial. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont été marqués par Imu parce que là, actuellement, je ne remarque aucun signe distinctif sur leur corps qui pourrait suggérer que ce sont des porteurs d'une potentielle marque. En tout cas, aucun signe distinctif qui serait commun à eux tous. Donc, peut-être que voilà, quand il parle de porteurs de marque, c'est ceux qui auraient été marqués par Im-sama. Je ne sais pas. Ce n'est qu'une théorie, mais là on apprend que c'est pas tout le monde qui peut traverser les abysses. Et justement en parlant de ces abysses là, parce que apparemment leur moyen de téléportation se nomme les abysses. Moi j'avais déjà prédit, j'avais déjà dit
dans les chapitres précédents, en tout cas au chapitre précédent, dans la review précédente, que si les membres du gouvernement mondial arrivent à se déplacer aussi rapidement et facilement d'un endroit à un autre via leur marque, via leur cercle bizarre là, c'est bien parce qu'au préalable, ils y ont déposé un repère. Et au vu du fait que Saint Somas a suggéré d'aller se recueillir sur la tombe du roi Harald, on pourrait penser que les deux, ou en tout cas le gouvernement mondial et le roi Harald, étaient en collaboration. Ça a plu encore plus ou moins la thèse selon laquelle le roi Harald était un traître pour l'île de Elbaf et travaillait pour le gouvernement mondial, et que ce serait pour ça que Loki l'aurait tué. Maintenant, comme je le disais, pour en revenir sur ces cercles magiques là, ces cercles magiques là, pour moi, c'est le roi Harald qui a laissé déposer le repère dans le château, parce que c'est très bizarre qu'il y ait un cercle magique dans le château d'Elbaf. Je ne pense pas que c'est Gunko qui, lorsqu'elle a apparu récemment là dans le château côté de de Shamrock, qui ont directement apposé cette marque et laissé. Non, je pense que s'ils se sont déportés directement dans le château, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de s'y téléporter et ils avaient déjà laissé une marque sous l'accord du roi Harald. Donc c'est un peu ça mon propos. Maintenant, à la fin du chapitre, il y aura un Shamrock qui va leur demander d'utiliser leur pouvoir pour transformer cette quête d'enfant en jeu. Et là, pour ceux qui avaient pré-shot un nouveau God Valley, là pour le coup, c'était quand même très bien vu. Pour finir avec Saint Somas, par rapport à la façon dont il est vécu, je me pose une question, étant donné que sur ses vêtements il y a des médailles et tout. Je me pose la question de savoir si ces médailles là seraient une récompense de ses exploits sur God Valley. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il a déjà participé à cette bataille de God Valley et que les médailles et tout le couronnement qu'il a actuellement là, c'est en référence à ce qu'il a accompli sur l'île de God Valley il y a 38 ans. Je ne sais pas, ce n'est qu'une théorie, mais bref. Les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros. After.